Vas-y. Merci Leïla. Donc, je vais commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous à cette réunion d'information qui concerne donc spécifiquement l'appel à projet automne 2023 de la Guilde. Et voilà, on va dérouler l'ensemble des critères de sélection et comment déposer un projet, tout simplement. Donc, pour débuter, voilà, pour qu'on puisse échanger au mieux et qu'on entende bien chacun, n'oubliez pas de couper votre micro lorsque vous ne parlez pas. Et vous pouvez effectivement l'activer quand il y aura des questions, quand vous souhaitez prendre la parole ou autre. Vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet Converser. Donc c'est un onglet pour écrire si jamais, je sais pas, vous avez une connexion qui est limitée ou autre. N'hésitez pas aussi à utiliser cet onglet. Et donc, vous pouvez garder votre vidéo ouverte. C'est toujours plus sympathique de voir les visages, mais c'est bien sûr pas du tout obligatoire. Donc, je vais vous présenter rapidement le sommaire de cette réunion. Donc, tout d'abord, il y aura une partie de présentation de nos différentes structures, donc de GESCOD, de BFC International et de la Guilde, et plus spécifiquement du pôle Oui, microprojet. Et ensuite, nous passerons donc sur les critères de sélection de cet appel à projet, donc automne 2023, et comment exactement. déposer un dossier. Exactement. Alors, Donc, là, je le rappelle, n'oubliez pas de couper votre micro. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Donc, ben, je vais passer la parole à Jennifer, à Leïla, pardon, pour présenter G-Scott. oui, ça aurait pu aussi être Jennifer, il n'y a pas de problème. Du coup, GESCOD, donc on est le réseau régional multi-acteurs du Grand Est. Donc, comme tous les réseaux régionaux, on est là pour vous accompagner dans le développement de votre structure. On a trois fonctions spécifiques à GESCOD. Le premier volet qui est vraiment l'appui aux collectivités, donc pour leurs projets de coopération internationale. Le deuxième volet qui va être l'animation du territoire. Donc, nous avons des antennes à Châlons-en-Champagne, à Nancy et notre siège qui est à Strasbourg. Tout à l'heure, quand on a fait le tour de table de présentation, vous avez eu l'occasion d'entendre Gabriel, donc, qui est à Strasbourg et qui va accompagner plus spécifiquement les associations de l'ancienne région Alsace. Et puis, vous avez pu également voir Jennifer qui est à Châlons-en-Champagne et qui peut accompagner donc, les associations qui sont sur l'ancienne région Champagne-Ardenne. Moi, je suis plutôt sur la Lorraine. Après, bien entendu, on est tous Grand Est et donc n'hésitez pas, quelle que soit la porte d'entrée, on saura vous renvoyer vers l'interlocuteur qui pourra vous accompagner au mieux. Dans cette partie animation du territoire, on a de l'accompagnement individuel. Donc, par exemple, vous aider à rédiger un dossier de projet que vous souhaitez déposer, par exemple, à l'AMP. Mais on a également des formations collectives, notamment des formations en gestion de cycle de projet, par exemple. Et puis notre troisième volet, qui est l'envoi et l'accompagnement de volontaires de solidarité internationale, donc, puisque nous avons l'agrément pour l'envoi de volontaires VSI, en sachant qu'on a également tout un panel d'activités que je ne vous présente pas parce que ce serait un peu long, mais notamment de mise en réseau, de groupes pays, d'échanges, d'interactions entre les structures. Donc n'hésitez pas soit à nous contacter pour en savoir plus, soit à aller voir sur notre site internet ce qu'on peut vous proposer en termes d'appui, d'accompagnement et de financement. Merci beaucoup, Leïla. Et je vais également passer la parole à Mélissa pour vous présenter BFC International. Oui, merci. Donc, Bourgogne-Franche-Comté International, c'est un réseau régional multi-acteurs à l'instar de GESCOD. Donc, on a à peu près les mêmes missions, hein, qui est tout simplement de renforcer la qualité des projets de coopération et de solidarité internationale au sein de la région. Donc, on accompagne principalement donc, les acteurs de la région de Bourgogne-Franche-Comté. On a pour mission donc l'identification des structures. Donc, si vous allez sur notre site internet, vous avez voilà, le panel des acteurs qui travaillent dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale en région. On a pour mission voilà, de vous informer, de vous accompagner à travers des temps individuels ou des temps de formation collective sur le montage de projets, le diagnostic, la conception, etc. Bien sûr, la recherche de financement et l'accompagnement au dépôt des appels à projets, donc notamment par exemple l'appel à projet porté par la Guilde, donc micro-projet, mais aussi des appels à projets régionaux et ou nationaux, autres que celui porté par la Guilde. On fait bien sûr de la mise en réseau et la coordination de projets, notamment de projets mutualisés, donc coopérer pour réussir l'avenir, notamment au Burkina, au Niger et au Sénégal.
Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des actions du réseau et des missions que porte le réseau. Tout simplement, les acteurs issus de la région Bourgogne-Franche-Comté, n'hésitez pas à nous contacter et nous solliciter pour un accompagnement individualisé ou alors tout simplement pour avoir des informations sur les services que peuvent proposer le réseau. Donc, on reste à l'écoute et disponible. Donc, bonne réunion d'information. Merci beaucoup, Mélissa. Donc à mon tour, je vais vous présenter rapidement la Guilde. Donc la Guilde, c'est une association qui a été créée, qui est assez ancienne finalement, donc qui a été créée dans les années 60 et qui fait partie des premières ONG qui sont mis ensemble pour créer des réseaux d'associations telles que Coordination Sud. Donc voilà, la mission de la Guilde, elle est double. D'une part, c'est d'appuyer, de soutenir les initiatives qui tournent autour de l'aventure, donc du voyage, de l'exploration, mais aussi toutes les initiatives qui tournent autour de la solidarité internationale. Donc comment elle va faire ça? C'est à travers quatre pôles principaux, enfin quatre pôles. D'une part, le pôle aventure, donc voilà, c'est le pôle qui va soutenir les bourses à l'aventure, qui va soutenir des explorations scientifiques et qui notamment va diriger le festival du film d'aventure à Dijon tous les ans et dont voilà, BFCI est aussi participant et partenaire. Donc, il y a aussi le pôle volontariat. Donc, il faut savoir que donc, la Guilde, c'est une des premières ONG d'envoi de volontaires et qu'il y a deux contrats principaux, donc le contrat de VSI et le contrat de service civique. Et c'est potentiellement un pôle qui est susceptible de plus vous intéresser, puisque voilà, ça permet à des associations françaises qui ont besoin de volontaires ou d'une certaine compétence particulière ou de renfort peut-être sur un projet sur le terrain, d'avoir une ressource humaine. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous transférer le contact des personnes qui sont en charge de ce pôle-là et qui seront à même de répondre à toutes vos questions également. Donc il y a également le pôle programme direct. Donc c'est le pôle programme. Donc on va mettre en place directement des projets. On porte notamment des projets qui sont autour de la culture et de la restauration. Notamment on a un projet de radio de la paix en Irak, de radio des femmes en Afghanistan et on a des projets de rénovation de mosquées et d'églises. Et enfin donc il y a le pôle micro-projet. Donc c'est le pôle qui porte, enfin qui organise avec les RRMA cette réunion. Donc voilà, donc le pôle micro-projet, il a deux missions principales. D'une part, c'est de valoriser ce que vous faites, donc ce que font les petites et moyennes associations de solidarité internationale en France et à l'étranger, et donc de favoriser la mise en place de micro-projets de développement à l'international. Donc, par micro-projet, ce qu'on entend, c'est des projets qui ne peuvent pas être financés directement par l'AFD ou par d'autres grands bailleurs internationaux et qui vont le plus généralement être financés par des fondations, des fonds propres ou des bailleurs régionaux, départementaux, etc. Et on imagine voilà, les micro-projets qui ont des moyens inférieurs à 130, 150 000 euros. Mais voilà, donc c'est un peu la définition qu'on donne au micro-projet par rapport à d'autres projets. Et donc, on va soutenir ces micro-projets à travers différentes activités qui sont donc l'accompagnement et la formation en lien avec les réseaux régionaux multi-acteurs, le suivi et l'évaluation des projets qui sont financés, donc à travers des missions de terrain et le suivi au fil de l'eau des projets, et aussi une activité donc de capitalisation notamment par la création de guides méthodologiques ou de fiches projets qui sont disponibles sur notre médiathèque et voilà, que vous pouvez consulter et que toute personne peut consulter en ligne. Et donc, bien sûr, il y a les missions de financement. Et donc, je vais commencer par vous présenter l'appel à projet automne 2023 et donc les critères aussi de financement. Donc, l'appel à projet est donc porté par la Guilde et financé majoritairement par l'AFD. C'est un programme qu'on appelle multithématique et il y a deux appels à projet par an, en printemps et en automne. Donc, pour cet appel à projet, les nouveaux seuils de financement, donc il y en a deux. Le premier, pardon, c'est à destination de toutes les associations qui respectent les critères d'éligibilité. Et c'est des seuils qui vont de 3 000 euros jusqu'à 12 500.
Et nous avons un deuxième seuil maintenant qui va jusqu'à 20 000 euros pour des associations qui ont déjà été lauréates à nos appels à projets de la Guilde et qui ont un budget annuel N-1. Donc dans ce cas-là, ça va être de l'année 2022 qui soit supérieur à 50 000 euros. Donc voilà pour cet appel à projet et pour les critères. Et donc quand je disais qu'il est multithématique, c'est qu'il ne va pas se focaliser sur une des thématiques de développement, mais il est bien, vous pouvez présenter tout projet qui soit dans les thématiques d'aide au développement classiques. Donc ça peut être voilà, l'éducation, l'agriculture, une thématique d'eau et d'assainissement, la santé, voilà. Donc l'ensemble des thématiques de développement que vous pouvez présenter à cet appel à projet. Donc, je vais peut-être présenter les critères vraiment d'éligibilité des associations et puis ensuite, je prendrai peut-être vos questions sur cette partie-là. Donc, en ce qui concerne les critères d'éligibilité, un des critères qui est important à retenir, c'est qu'on ne va financer uniquement les associations françaises qui ont plus de 2 ans d'existence et qui ont un partenariat avec une association ou une structure locale. Donc, il y a pas d'autres conditions. C'est, voilà, les associations qui ont moins de 2 ans d'existence, elles ne sont pas éligibles à nos financements et les structures locales ne sont pas directement éligibles à nos financements non plus. Donc voilà, après, un des critères qui est important aussi, c'est que l'association doit avoir un budget annuel N-1 de moins de 200 000 euros pour qu'elle puisse présenter un projet. Et de l'ensemble des projets qui sont éligibles à l'aide au développement, donc il y a une liste établie par l'OCDE, peuvent présenter, voilà, le pays d'action peut être dans n'importe quel de ces pays, sauf le Mali, parce que, comme vous le savez, le gouvernement a choisi d'arrêter l'aide au développement de ce côté-là, et donc on a des directives de l'AFD, et on ne peut pas financer le Mali à présent. En ce qui concerne le partenaire, donc j'ai bien dit que c'était une structure locale. C'est pas forcément une association, mais ça doit bien être un groupement moral et non pas une seule personne physique. Mais ça peut être voilà une association, une coopérative, une école, une mairie. Le choix est plutôt large. Là où l'association, enfin la personne qui présente le projet doit être une association française, loi 1901. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur ces critères vraiment d'éligibilité de l'association jusque-là? N'hésitez pas à lever la main ou... Juste une toute petite précision, Noah, pour notre secteur géographique. Loi 1901, où les associations de droit Alsace-Moselle, c'est également éligible. Loi 1905, ouais, tout à fait. Pardon, je prends la parole. Oui, alors voilà, ce que je voulais vous dire, nous sommes une association commerciale qui est en collaboration avec l'Office municipal de coopération internationale, hein. Nous sommes une association indépendante, mais on travaille avec eux. Est-ce que vous avez dit qu'on peut demander une aide à la Guilde, à l'AFD? On Alors, peut éventuellement demander parce que nous agissons au niveau du Haut-Atlas, notamment dans la culture, des projets culturels. On vient de construire une bibliothèque, on veut l'équiper et tout ça pour, voilà. Et on veut faire un terrain de foot pour les enfants. ok. Donc pour recadrer la réunion, donc là on va vous présenter un appel à projet où vous pouvez effectivement déposer un dossier, une demande de subvention et auprès de la guilde. Donc, vous allez présenter votre projet, vos partenaires. Et l'objet de cette réunion, c'est de définir, de vous informer collectivement de l'ensemble des critères qui composent cet appel à projet. Donc, voilà, un des critères, c'est l'ancienneté de l'association, mais il y a aussi des critères de sélection des projets. Et vous, de manière individuelle, en fonction de ces critères-là, vous pourrez estimer si vous pouvez présenter votre projet à cet appel à projet. Et ensuite, bien sûr, si vous avez des doutes sur votre projet spécifiquement, vous pourrez bien sûr solliciter un accompagnement auprès de GESCOD ou de BFC International en fonction de où est située votre association. Et là, on pourra vraiment rentrer dans le détail de votre association. Mais là, c'est plus voilà, une réunion d'information collective sur les critères généraux de cet appel à projet.
est-ce que éventuellement on peut avoir le dossier une fois que la réunion est terminée? Est-ce qu'on peut avoir un peu par mail la réunion, la discussion de la réunion et les dossiers à remplir exactement pour éventuellement. Bah, je vais donner toutes les informations là dans cette réunion, où remplir et quoi faire. Et effectivement, on vous enverra donc le diaporama par mail, ainsi que, il me semble, d'autres documents informatifs. Oui, d'accord, je vous remercie, oui. Pas de souci. Merci à vous. Donc, je vais Merci. continuer. Ah, pardon. J'aurais Oui, une moi j'avais. question. Ah, Oui. pardon. Je peux Bah, parler? peut-être, je vois Étienne là. Allez-y, Oui. Étienne. Oui, juste une petite question. Au Laos, la société civile a des difficultés à se structurer. Il n'y a pas d'association au sens que l'on connaît en France. Et on Mhm, s'appuie, nous, notre partenaire, c'est une administration. mhm. L'administration d'éducation, par exemple, pour la construction d'écoles, c'est là qu'on va demander une aide à la Guilde pour ce nouveau projet. Est-ce que c'est bon comme Oui, tout à partenaire? fait. Merci. Oui, il faut pour que ce soit éligible, qu'il ait un document d'enregistrement qui soit issu d'une autorité locale administrative. D'accord. Donc voilà, il faut juste prouver son existence localement. Merci. Il y avait une deuxième Oui, question. moi j'avais une autre petite question. Bah, écoutez, nous on est une organisation, une ONG française et on traite sur les problématiques socio-environnementales et on voudrait savoir, enfin en Colombie du coup, et on voudrait D'accord. savoir si est-ce qu'il faut aller checker la liste des pays éligibles à l'aide au développement de l'OCDE ou est-ce que la Colombie, est-ce que vous savez? Oui, oui, bah, la Colombie, c'est éligible. Après, voilà, on va perdre beaucoup de temps si tout le monde me demande le pays d'éligibilité. Donc, vraiment, la liste, elle est facile à Ok, trouver. Mais des super. pays typiques, que, voilà, la Colombie, bien sûr, c'est éligible. C'est plus sur les pays européens où, voilà, évidemment, tous ne sont pas éligibles. Mais bon, c'est toujours intéressant d'aller voir pour être sûr. Ok, super, merci. Ok, bon, bah, je vais continuer sur les critères d'éligibilité des projets. Donc, concernant les projets qui sont éligibles à l'appel à projet automne 2023, donc tout d'abord, c'est des projets qui émanent vraiment d'un besoin émis par la population locale. C'est-à-dire que ce ne soit pas un projet téléporté d'une idée française sur place, mais vraiment que ce soit émis par les populations locales, formulé sur place. Donc, comme je l'ai déjà dit, toutes les thématiques traditionnelles de l'aide au développement sont éligibles et le projet doit se dérouler sur une durée de minimum 1 an jusqu'à 3 ans. Donc, quand on parle de 1 à 3 ans, ça comprend l'ensemble de la mise en place des activités. Donc, par exemple, même la création des comités de gestion pour garantir le suivi et l'autonomie du projet, même à la suite, hein, une fois que l'association française a laissé le projet vivre de lui-même. Donc voilà, pour nous, c'est en fait le temps qu'un projet devienne pérenne et qu'on puisse suivre et même dégager des premiers enseignements, des premiers indicateurs de résultats des projets. Donc c'est pour ça que tous les projets ponctuels de moins de 1 an ne pourront pas être éligibles à notre appel à projet. Donc quand on parle de projets ponctuels, on parle par exemple de projets de construction simple, par exemple la construction d'une salle de classe sans le suivi mis derrière. Donc vous pouvez présenter un projet de construction de salle de classe, mais il faut qu'il y ait un système de suivi qui est mis en place, peut-être une formation des enseignants. Voilà. Pas uniquement je construis 2 salles de classe sur 3 mois. Voilà, il faut tout un projet monté et certaines activités de suivi notamment. Les projets d'urgence aussi ne sont pas éligibles. Les projets de microcrédit, de microfinance et tout ce qui va être les projets de chantier jeunes, d'échange de jeunes, bien que ce soit des projets qui sont intéressants et pertinents, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on va pouvoir financer. Également, et c'est important de le savoir, tous les projets qui sont cofinancés par le MEAE et l'AFD directement ou indirectement, tels que par exemple les subventions du Forim, qui sont également financées par l'AFD, ne sont pas éligibles sur le même projet. Donc, par exemple, si vous êtes également lauréat au sein du Forim, bah, il faudra choisir la subvention que vous souhaitez garder. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte aussi. Donc par exemple, l'association pour le coup peut être financée par le MEAE sur un autre projet, mais sur ce projet-là, dans votre budget, vous ne pouvez pas avoir de cofinancement MEAE ou AFD.
Une autre nouveauté à partir de cet appel à projet et dans la logique de continuité avec le programme Sport et Développement et les appels à projet Impact 2024 international qui ont eu lieu et qui ont été portés par la Guilde depuis 2019. Il faut savoir donc que les projets qui utilisent le sport comme levier de développement sont désormais donc éligibles à nos appels à projets multithématiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par sport et développement? Donc, on entend des projets qui utilisent le sport, dont le sport va être utilisé comme champ d'action transversal pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, il va être utilisé effectivement comme un levier de sensibilisation ou de mobilisation ou d'autonomisation des personnes. Donc, on n'entend pas le sport comme une matière compétitive simplement, ou comme par exemple créer un club de sport pour l'idée de créer un club de sport. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment que ce soit au service des objectifs de développement. Donc peut-être pour vous citer un exemple qui va peut-être clarifier un peu plus ça. Par exemple, si on prend l'ODD 5, qui est l'ODD égalité entre les sexes, on pourrait imaginer que la pratique du sport encourage cette égalité et cette autonomisation des femmes parce que ça a un impact fort sur la confiance en soi, sur la santé et le bien-être. Et donc, par exemple, une activité qui utilise la formation euh, au rugby et le jeu du rugby peut, auprès spécifiquement des femmes et des jeunes filles, peut aider à la confiance en soi et donc répond à cet objectif de confiance en soi, d'égalité entre les sexes. Donc voilà, vraiment ce que je disais, hein, utiliser le sport comme levier, comme outil pour servir les objectifs de développement. Est-ce que c'est assez clair de ce côté-là pour le sport? Si vous avez des questions, ça me semble assez bien. Ok. Donc maintenant, je vais passer à la présentation des critères de sélection. Donc en fait, c'est les critères, on dit souples. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez comment est-ce qu'on fait le choix entre les projets qui vont être financés et les projets qui vont devoir être retravaillés, soit pour une prochaine session, si vous souhaitez représenter le projet. Donc, l'idée d'abord, c'est que votre projet réponde, comme je l'ai dit, hein, à une demande émise localement. Donc, c'est pas de faire des projets hors sol, mais qui soient vraiment voilà, ancrés localement. Et par l'ancrage local, on veut aussi dire qu'il soit articulé avec ce qui existe déjà localement. Donc déjà, bah, les politiques locales. L'idée, c'est pas de faire de projets qui aillent à contre-courant de ce qui est possible de faire sur place. Donc voilà, que vous vous informiez, que vous essayez d'impliquer le plus possible les différentes instances, que ce soit traditionnelles ou modernes, qui sont présentes sur place. Donc par exemple, pour un projet de construction et de formation, de construction de salles de classe et de formation des enseignants, peut-être qu'on va négocier et aller parler avec le ministère de l'Éducation locale pour essayer, par exemple, qu'ils prennent en charge le salaire de ces enseignants une fois qu'on aura construit les 2 salles de classe. Voilà. Et également, un aspect qui est intéressant, c'est qu'une fois sur le terrain, vous puissiez être conscient de l'ensemble des synergies qui sont possibles avec les autres ONG qui existent sur place ou les autres associations locales aussi qui sont présentes sur place depuis peut-être plus longtemps ou qui font des choses différentes, qui peuvent apporter des compétences différentes à celles que vous apportez, vous, association française. Et donc voilà, essayer en tout cas, être consciente de ce qui existe localement, du tissu local, et peut-être entrer en partenariat ou en collaboration, si c'est pertinent pour votre projet, avec certaines ONG ou associations locales. En ce qui concerne donc la pérennité, vous l'aurez compris, mais c'est vraiment la colonne vertébrale de votre projet. L'idée, c'est de démontrer par plusieurs manières, et notamment voilà, dans le dépôt de projet, la viabilité long terme de votre projet. Donc, c'est une fois que les financements extérieurs se sont arrêtés, comment mon projet est viable économiquement, il est viable aussi socialement et techniquement pour continuer son développement endogène dans la localité. Voilà, donc c'est montrer comment le projet va devenir autonome à moyen terme. En termes de budget, donc on entend proportionnalité entre dépenses et résultats, aussi un équilibrage en fait dans le budget. Donc aussi, on va observer la cohérence entre les activités du projet et par exemple le budget qui est proposé. Pour donner un exemple, si lors du dépôt, vous nous présentez un budget à 150 000 euros dont les bénéficiaires directs, ce sont 3 élèves,
on va se poser peut-être la question de la pertinence de votre projet. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une meilleure solution pour répondre aux besoins de ces 3 élèves et qui pourrait peut-être bénéficier plus largement à d'autres personnes ou à la population de manière plus large? Donc, c'est vraiment cette cohérence entre le budget qui est alloué pour développer mes activités et les bénéficiaires, les activités qui y sont développées. Donc ensuite, concernant les indicateurs, lors du dépôt, on va s'intéresser à comment vous allez mesurer tout simplement la différence entre avant votre projet et après votre projet. Donc l'idée, c'est d'avoir déjà une réflexion avant la mise en œuvre sur comment je vais suivre mes indicateurs de résultats pour montrer ce qui a changé, ce qui s'est amélioré dans la vie des bénéficiaires et aussi de la population plus largement. En termes de participation, donc l'idée, voilà, c'est d'inclure les bénéficiaires de votre projet dans cette perspective également d'autonomisation plus largement sur le moyen terme. Donc déjà, les bénéficiaires, il convient de les impliquer même en amont du projet. Typiquement, quand on écoute les besoins qui y sont prononcés, on les implique dans le projet, dans la planification de ce projet-là. Et donc, tout au long du projet, l'idée, c'est de comprendre comment vous allez les impliquer, peut-être renforcer leurs capacités, à terme, essayer voilà, de les autonomiser à travers votre projet. Et donc ensuite, il y a 3 thématiques qu'on appelle transverses, qui sont portées par l'AFD, qui sont le genre, la jeunesse et l'environnement. Et donc voilà, l'idée, c'est de porter une attention particulière à ces enjeux transverses qui qui doivent être réfléchis dans n'importe quel projet que l'on rédige et que l'on conçoit. Donc d'une part, pour le genre, on parle de porter voilà, une attention à l'égalité femmes-hommes. Donc c'est pas uniquement, par exemple, le nombre de femmes, la proportion de femmes bénéficiaires, mais c'est aussi voilà, porter un regard sur les postes à responsabilité, la parole des femmes, le temps de parole des femmes, voilà, quelle est la place des femmes dans les temps de parole lorsqu'on fait des groupes de discussion ou autres. Mais c'est aussi de s'interroger nous-mêmes dans notre association sur le nombre de femmes au conseil d'administration ou par exemple sur des projets qui sont spécifiques sur le genre. Par exemple, je pense à des projets qui pourraient essayer d'améliorer la santé menstruelle des femmes. Et ben, pourquoi pas imaginer, hein, songer à une activité de sensibilisation des hommes à ces sujets-là pour faire tomber les tabous et les idées reçues autour de la santé menstruelle des femmes. Donc voilà, c'est aussi dans les 2 sens, c'est pas uniquement d'inclure plus de femmes dans l'ensemble de mes projets. En ce qui concerne la jeunesse, c'est un peu la même réflexion, hein. C'est comment les jeunes de moins de 30 ans sont inclus et avec qui on va construire finalement le monde de demain. Donc voilà, comment on les intègre dans la réflexion, comment on les intègre dans nos instances de décision, que ce soit au sein de notre association, au sein des comités de gestion que l'on va créer, par exemple. Donc voilà, l'idée, c'est un peu la même. Et finalement, donc l'environnement. Donc, c'est de s'interroger hein, sur l'impact ou l'empreinte négative que notre projet peut avoir sur l'environnement. Et voilà, nous, on ne va pas financer des projets qui ont un impact fort négatif sur l'environnement. Mais voilà, l'idée, c'est d'apporter une réflexion, même si il y a une petite empreinte négative, c'est de voir comment on va essayer de contrebalancer cette empreinte négative. Donc voilà pour les critères de sélection. Et finalement, donc je vous mets ici les dates d'ouverture et de clôture de l'appel à projet automne 2023, donc qui est ouvert en ce moment et qui se clôturera le 5 octobre 2023 de manière automatique à 23h59. Et donc après cette date, vous ne pourrez plus présenter de projet, mais il y en aura un prochain un appel à projet qui sera ouvert en printemps, dès janvier normalement. Et donc, pour donner un petit peu le calendrier, donc les résultats seront donnés aux associations en fin décembre et les versements sont à prévoir sur le premier trimestre de l'année 2024. Donc, on dit le premier trimestre parce que donc il y a tout un processus d'instruction des dossiers et il y a notamment l'avis de non-objection de l'AFD. Donc, c'est dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En fait, l'AFD va passer dans un logiciel les associations qu'on souhaite financer et va donner son accord pour financer ces associations-là.
Donc voilà, c'est ça qui peut prendre un petit peu plus de temps. C'est pour ça qu'on souhaite vous prévenir sur les dates de versement. Donc, en ce qui concerne le processus du dépôt de dossier, donc quand on rentre un peu plus dans le concret du dépôt, donc tout d'abord, il y a bien sûr le remplissage de votre part du dossier directement sur la plateforme du portail solidaire que je vais vous présenter à la suite. Et voilà, donc il y a la relecture, la vérification que vous avez bien mis la bonne session, que l'adresse email est correcte pour que vous puissiez recevoir l'annonce de lauréat par mail. Et donc, une fois que vous avez fini votre dossier, vous allez le déposer et payer en ligne 20 euros. Donc, 20 euros, c'est tout simplement pour les frais de stockage et d'utilisation de la plateforme. Et donc, ensuite, il y a le processus d'instruction. Donc, d'une part, il y a une lecture interne et un pré-jury qui va se faire par les membres de l'équipe du pôle microprojet de la Guilde. Et ça va surtout porter sur des aspects d'éligibilité. Donc, voilà, on va vérifier par exemple que votre association a bien plus de 2 ans avec le document de publication au journal officiel que vous allez nous fournir. Voilà, on va regarder que le projet touche bien une thématique éligible à l'aide au développement, etc., etc. Ensuite, on va sélectionner des experts qui sont externes à notre association et qui ont une thématique ou qui connaissent très bien le pays ou même la localité dans laquelle se déroule le projet que vous nous présentez. Et c'est eux qui vont avoir une lecture de votre projet et qui vont donner un avis. Donc ensuite, il y a le comité de sélection des projets qui se déroule mi-décembre et qui va choisir des projets qui sont acceptés ou refusés. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans tous les cas, que votre projet soit accepté ou refusé, vous recevrez en ligne un avis du jury. Donc, c'est l'avis du jury externe et l'avis du jury interne qui donnent voilà, des éléments de réflexion, des points positifs, des points peut-être de vigilance et surtout des recommandations que vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre en compte et redéposer à la prochaine session. Donc, voilà pour le processus du dépôt de dossier. Et donc, si vous êtes lauréat, pour ce qui concerne le dépôt, donc il y a les diligences, l'ANO dont je vous ai parlé, de l'AFD. Il y a ensuite donc le versement, et ça c'est également important à retenir. Donc nous, lorsque vous êtes lauréat, nous allons verser uniquement les 2 tiers au début du projet. Donc ensuite, il va se dérouler la mise en œuvre et le dernier tiers, en fait, il est à avancer par votre association. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans votre trésorerie également. Et nous, on ne versera le dernier tiers que à la fin et lorsqu'on aura validé votre bilan final. Donc, que vous présentez vraiment à la fin de votre projet, lorsque toutes les activités ont été mises en œuvre, etc. Et donc, le bilan intermédiaire, il est à présenter pour toutes les associations dont le projet dure plus de 1 an, donc 1 an et demi, sur voilà, cet avancement du projet. Il y a aussi un état des dépenses qui serait intéressant, mais c'est sous format livre. Donc voilà, vous pouvez envoyer un peu des nouvelles sous format libre lors du bilan intermédiaire. J'ai beaucoup parlé, j'ai donné beaucoup d'informations, donc je vais faire une petite pause et prendre vos questions si vous en avez, avant de présenter le portail solidaire. Peut-être qu'il n'y a pas de questions. Oui, vous m'entendez là? Mhm. On a d'abord Anouk et ensuite Monsieur Francis, du coup. Merci Mélissa. Anouk, on t'écoute. Merci. Oui, j'ai une question concernant les thématiques. Bien sûr. Je vois pour l'agriculture qu'il y a éventuellement des équipements communautaires. Est-ce que la mécanisation, par exemple, d'une structure communautaire qui souhaiterait faire l'acquisition d'un tracteur, d'une herse, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, et d'une remorque, par exemple, pour mutualiser les moyens et puis exploiter une grande surface sur plusieurs villages, est-ce Mhm. que c'est dans le cadre de cet appel à projet? Alors, en termes
de thématique, c'est tout à fait éligible. Après, il faut voir comment vous présentez le projet, parce que tout simplement apporter un matériel et le donner par exemple à la coopérative, bah, c'est un projet qu'on appelle de construction ou d'équipement simple. Mais il faudrait que ce soit inséré, voilà, peut-être dans un accompagnement à l'utilisation déjà de ces nouveaux équipements. Peut-être une formation ou alors même un accompagnement à la gestion et l'entretien de ces nouveaux équipements, comment ils vont faire sur, je ne sais pas, si dans 3 4 ans, il y a le tracteur qui tombe en panne, bah, quelles sont les ressources qu'ils vont pouvoir mobiliser, aussi bien monétaires, mais aussi de compétences techniques, pour Oui. pouvoir réparer ce tracteur et que ça, voilà. Donc oui, oui, c'est tout à fait éligible et après, à Il y voir a tout comment un vous... projet. Ouais. Pardon, je vous ai coupé. La deuxième question, c'était est-ce qu'on peut déposer plusieurs projets? Ah, alors non, donc l'association peut déposer un seul projet par appel à projet. Mhm. Mais là, de ce que vous me décrivez, ça me semble être un projet. Vous apportez plusieurs équipements, mais c'est un projet au sein de... Ben après, nous, on a d'autres projets, par exemple, faire la rénovation de notre centre, l'électrification, des choses Ouais. comme ça. Donc pour le coup, vous pourrez présenter un seul projet, par exemple celui de l'équipement communautaire. D'accord. Voilà. Merci. Merci à vous. Désolée, j'avais pas compris la question. Bonjour, je peux poser une Bonjour. question? Bien sûr. Donc, je suis Francis Guélardi. Notre association, Timon d'Haïti, n'est pas sur votre région. Je me suis permis de m'inscrire parce que je n'étais pas en France jusqu'à hier soir, hein. Mais Il n'y a moi, pas de j'ai souci. deux questions une question sur le budget. Euh, Est-ce que nous, pour la question de réalisation du projet et pour être certain qu'il va bien se dérouler, on a inclus dans le budget, c'est un budget d'ailleurs, c'est un projet, pardon, en deux mots, c'est la création d'un lycée professionnel. Et donc, c'est un projet qui se déroule sur 3 ans. Et on a inclus dans le budget des frais de fonctionnement qui sont de payer les professeurs, bien sûr, les nouveaux professeurs embauchés sur 3 ans, et également les quantités des nouveaux élèves, puisque c'est une création. Et je voulais savoir si vous, ça vous gêne, enfin, la guide de financer ce fonctionnement. Hmm. Dans un premier temps, je dis que c'est pas grave parce qu'on a d'autres financements là-dessus, mais est-ce qu'il faut le laisser apparaître sur le budget qu'on va vous présenter ou est-ce qu'on le retire, Ok. le Euh, fonctionnement? donc je vais passer hein, vraiment sur les dépenses qui sont éligibles, comment présenter votre Hmm. budget, les plafonds, les cofinancements, etc. Donc ça, je vais développer par la suite. Mais là, typiquement, D'accord, oui, donc nous, on finance pas des frais de fonctionnement, mais c'est très d'accord. important de les présenter dans même votre projet, dans votre narratif et dans votre budget pour Oui. comprendre l'ensemble du projet, Hmm. le projet dans son D'accord. ensemble, en fait. On verra ensuite qu'il y a pas mal de dépenses qui sont inéligibles, mais il faut quand même les présenter dans la rédaction du projet, sinon on va pas venir comprendre voilà, toute la D'accord, logique. d'accord. Voilà. D'accord. Et ma deuxième question, c'est pas une question, c'est avoir votre avis, parce que bon, nous, on travaille sur Haïti, on y est Mm. en soutien depuis 1995 sur la question de pérenniser tout ce qu'on fait. On a du mal, il faut le reconnaître, sur Haïti actuellement, et même avant tous les C'est événements sûr. qui s'y passent actuellement, de pérenniser à 100% de toutes les actions. Il y a toujours un soutien d'association, il peut être de 5%, Mm. 10%. Est-ce que c'est pénalisant? Est-ce que c'est vraiment gênant? Soit il faut jouer la franchise et dire c'est vrai que on apportera toujours 5% au moins, Mm. ou dire bon ben, on va arriver à pérenniser, on peut articuler quelque chose pour pérenniser à 100%. Mais Ouais. c'est pas tout à fait vrai en Haïti, quoi. Voilà, quoi. Mm. Non, c'est sûr que c'est toujours délicat hein, quand on parle d'autonomisation. Parfois, ça peut prendre beaucoup plus que 3 ans. Voilà, L'idée, c'est en ça, tout oui. cas, c'est de se poser la réflexion et d'avoir la volonté de viabiliser à terme D'accord. et de s'effacer, en fait, hein, que à terme, l'association française n'apporte plus d'aide et que le développement voilà, se fasse de manière endogène. Après, voilà, il faut aussi être lucide, conscient et réaliste. Donc, l'idée, c'est en tout cas d'avoir une réflexion, d'avoir des moyens que ce soit dans, par exemple, renforcer les capacités ou peut-être une activité génératrice de revenus à côté qui permettent voilà, de renflouer un peu les caisses
en tout cas, qu'il y ait une réflexion. Et puis ensuite, voilà, on est conscient, on a beaucoup de projets qui présentent des idées de viabilité qui semblent tout à fait cohérentes. Et puis ensuite, dans la mise en œuvre, bah, c'est des réalités qui peuvent être modifiées. Ou voilà, la mise en œuvre, c'est toujours, enfin, la D'accord. réalité et le prévisionnel. Enfin, il y a toujours un écart, bien sûr. Ok, merci. Merci à vous. Donc, je vais passer sur la présentation de notre plateforme de dépôt. Donc voilà, le portail solidaire, donc c'est une plateforme de dépôt de projet qui a pour objectif de rassembler en fait plusieurs bailleurs, porteurs de projets et accompagnateurs dans une même plateforme. L'idée aussi, c'est de dématérialiser les demandes. Et donc nous, on va pas accepter et on va pas recevoir tous les dossiers qui sont envoyés par papier ou par mail. Tout est à déposer donc directement sur le portail solidaire. Et donc, pour vous donner un exemple de ce qu'on entend par rassembler tous les bailleurs, il y a un autre bailleur de fonds qui est présent sur la plateforme qui s'appelle la Fondation Agir sa vie. Donc, la Fondation Agir sa vie, elle utilise la plateforme et vous pouvez la solliciter à travers la plateforme. Elle a voilà, elle est vraiment distincte de nous. Elle a ses propres critères de sélection de projets, son propre comité. Vous voyez, ses seuils de financement vont entre 2 000 et 15 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment un bailleur à part, mais que vous pouvez solliciter à travers le même dépôt. Donc comment ça va se passer pour solliciter Agir sa vie? Ça va se passer au niveau du budget. Donc là, je vais dérouler l'ensemble du dépôt et vous allez voir, donc il y a les objectifs, les activités, etc., etc. Et il y a une partie budget qui ressemble à ça. Et donc, dans votre budget, du côté des ressources, vous avez deux lignes. Donc, vous avez la guilde. Là, c'est écrit agence de microprojet, mais ce sera écrit la guilde. Et agir sa vie. Et donc, en fonction de la ligne que vous remplissez, le bailleur va recevoir automatiquement une notification qui dit cette association vous a sollicité. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est choisir en fonction de si votre projet remplit l'ensemble des critères de sélection, vous pouvez choisir de solliciter pour un même projet à la fois la guilde et Agir sa vie. Vous pouvez aussi choisir de solliciter uniquement Agir sa vie et pas nous, ou alors l'inverse. Et vous pouvez aussi choisir de présenter deux projets distincts, donc faire deux dépôts de dossier et solliciter pour l'un Agir sa vie et pour l'autre la guilde. Donc voilà, l'idée, c'est de rassembler plusieurs bailleurs et vous, de vous économiser, de remplir des demandes, parce qu'on sait que ça vous prend voilà, beaucoup de temps et que c'est assez chronophage. Donc on essaye au plus possible de rassembler les bailleurs. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter les étapes pour déposer donc, cette demande de financement. Donc ce qu'on va voir, c'est tout simplement des captures d'écran du portail solidaire et je vais vous faire un peu un récapitulatif de ce qu'on attend comme réponse ou comme, voilà, comme analyse à travers ces différentes catégories. Donc le tout premier onglet qui sera à remplir, c'est donc la création de votre espace structure. Donc vous allez bien sûr remplir votre mail et choisir un mot de passe. Il faut bien faire attention au mail que vous choisissez, que ce soit un mail que vous consultez régulièrement, parce que c'est là où on va échanger avec vous si on a besoin d'informations complémentaires ou pour vous donner la réponse du comité final. Donc ensuite, il y a certains documents qui sont obligatoires pour l'étude de notre dossier, tels que la publication au journal officiel et votre compte d'exploitation, votre compte de résultat de l'association l'année N-1. Donc ensuite, il y a la présentation de l'association vraiment en une dizaine de lignes et le choix de l'appel à projet. Donc ça, c'est important, il faut bien choisir. Enfin, il ne faut pas se tromper. Des fois, on a plusieurs appels à projets qui sont ouverts mais qui n'ont pas exactement les mêmes critères. Donc bien faire attention à l'appel à projet que vous choisissez. Donc ensuite, voilà, il y a des informations de base comme le titre de votre projet, les sous-titres, un résumé. Pour le résumé, ce qu'on conseille, c'est de rédiger cette partie-là une fois que vous aurez rempli l'ensemble du dépôt. Comme ça, vous avez bien frais l'ensemble des informations et ça vous permet de faire un résumé qui est vraiment succinct et qui résume votre projet en quelques lignes. Donc ensuite, vous allez définir les objectifs généraux, les objectifs spécifiques qui sont en lien avec les objectifs de développement durable et vous allez décrire le contexte local dans lequel s'insère votre projet. Donc là également, comme conseil, on vous conseille de présenter le contexte local en ce qu'on appelle entonnoir. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer à l'échelle du pays
puis passer à l'échelle de la région et vraiment à l'échelle du village, des villages ou de la ville dans laquelle le projet se met en œuvre. Comme ça, on comprend vraiment la pertinence de votre projet de manière très localisée, mais aussi comment elle s'inscrit dans une observation, voilà, dans une observation du contexte global du pays dans lequel vous portez votre action. Ensuite, donc, il y a une partie historique du projet. Et là, ce qui va être voilà, intéressant, ce qui est attendu en tout cas, c'est de rendre compte de ce que vous avez observé, des besoins qui ont été récoltés localement, qui ont été écoutés localement, et comment ces besoins-là ont été formulés dans ce projet-là et en quoi c'est pertinent d'avoir apporté cette solution à les besoins qui ont été formulés. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de parler de l'historique de votre partenariat. Donc comment s'est construit votre partenariat et puis de s'interroger sur voilà, la pertinence du partenaire et de nous aussi dans ce projet-là. Donc ensuite, il y a un deuxième onglet qui va concerner donc spécifiquement votre partenaire local. Donc on va déjà demander un document qui justifie de son existence juridique locale. Donc voilà, on va vous demander d'annexer ce document. On va ensuite vous demander quelles sont un peu ses compétences et expériences qui permettent de comprendre pourquoi il a été mobilisé et avec qui voilà, il a été choisi de construire ce projet. Donc ensuite, il y a aussi la répartition des rôles de chacun. Donc c'est une partie qui est intéressante et qui est normalement appuyée d'une convention de partenariat, qui est un document qu'on vous demande également, donc signé par chacune des parties. Donc voilà, l'idée, c'est de comprendre quel va être le rôle que chaque structure va jouer dans le projet. Ensuite, il y aura donc une partie concernant les bénéficiaires. Donc voilà, là, il va falloir identifier les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects de votre action. Donc typiquement, par exemple, si je reviens sur l'exemple de la construction de salles de classe, bah, vos bénéficiaires directs, ça va être les élèves et aussi les enseignants, s'il y a par exemple une formation qui leur est, qui est mise en place. Et les bénéficiaires indirects, ça peut être bah, les familles des enfants et la population environnante de manière plus large, mais surtout plutôt les familles. Après, voilà, il y a une question donc, sur l'implication des bénéficiaires qui est directement liée en fait à nos critères bah, de sélection. Vous le verrez à travers tout le dépôt, vous revoyez les critères de sélection que j'ai énoncés au début. Donc voilà, comment les bénéficiaires sont impliqués dans le projet. Et donc ensuite, il y a 3 questions. Une sur comment l'égalité femmes-hommes est incluse dans le projet. La deuxième sur comment la jeunesse est inclue dans le projet. Et alors la troisième, ça concerne les personnes exclues du projet. Donc par personne exclue du projet, on peut se dire que voilà, ce que c'est péjoratif et que notre projet, bah, il n'a pas vocation à exclure de personnes parce que notre vocation, c'est voilà, d'aider, d'inclure les personnes le plus possible. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur le fait que puisqu'on a bah, des activités et un budget qui est de fait restreint, défini, il y aura toujours des personnes qui seront exclues de notre activité. Et l'idée, c'est de réfléchir à qui sont ces personnes-là, de les identifier pour pouvoir identifier s'il y aura potentiellement, bah, des fois ça arrive, mais des freins ou des complications, des difficultés liées à cette exclusion de fait de certaines personnes de votre projet. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'entamer cette réflexion-là. Je vais passer maintenant à l'onglet activité. Donc voilà, c'est un des onglets les plus importants de votre projet. Donc voilà, comme vous voyez, vous pouvez ajouter plusieurs activités et chacune aura donc un début et une fin. Et l'ensemble de ces activités-là bah, composent votre projet. Donc voilà, l'idée c'est de bien détailler hein, et de toujours de bien détailler l'activité, d'être concret et de toujours se demander qui, quoi, où et comment. Donc voilà, identifier les ressources, que ce soit matérielles ou humaines, qui vont vous permettre de dérouler, de mettre en place cette activité-là. À quel moment celle-ci va se dérouler? Donc bien penser par exemple aux saisons, aux périodes locales pour éviter voilà, de prévoir par exemple des activités de construction en pleine saison des pluies. Voilà, tout ça, il faut le prendre en compte dans la planification de notre projet. Et bien donc voilà, énumérer le début et la fin de chaque activité. Un point qui est important à dire ici, c'est que la guilde ne va pas financer toutes les activités qui ont déjà eu lieu, mais ne va financer uniquement des activités qui sont celles à venir.
Et nous, on estime les activités à venir à compter de la date de clôture de l'appel à projet, c'est-à-dire le 5 octobre 2023 à minuit 59, à 23h59. Donc voilà, nous, on finance vraiment toutes les activités à venir et voilà, la phase de diagnostic de votre projet ne peut pas être financée. Toutes les études, par exemple, de faisabilité ne peuvent pas être éligibles à ce que la guilde va financer, à la dotation. Donc finalement, il y a la partie viabilité. Donc là, on reprend la colonne vertébrale, hein, la pérennité de votre projet, et on a découpé la viabilité en plusieurs sous-catégories de viabilité. Donc tout d'abord, il y a la viabilité financière. Donc voilà, l'idée, c'est de s'interroger sur comment seront pris en charge les frais de maintenance et de fonctionnement des différentes choses qu'on a mis en place lors de notre projet à long terme. Voilà, donc il y a différentes méthodes pour assurer cette viabilité, hein. J'ai parlé des activités génératrices de revenus tout à l'heure. C'est par exemple, si je reprends l'exemple de la construction de salles de classe, c'est un exemple qui est plutôt simple. Donc la construction de salles de classe et la rémunération des enseignants, ça peut être pris en charge par le ministère de l'Éducation locale à travers une convention. Mais si jamais voilà, le ministère de l'Éducation ne peut pas s'engager là-dessus, on peut imaginer d'autres manières d'assurer le financement pérenne des enseignants. C'est par exemple par une activité, je sais pas, de création d'un jardin potager scolaire où une partie des ventes va permettre de payer les salaires des enseignants. Voilà, donc c'est une activité annexe à notre projet et qui va permettre de venir financer une partie du projet. Donc voilà pour la viabilité financière. Et donc ensuite, comme je le disais, il y a plusieurs autres viabilités. Et voilà, l'idée, c'est pas de d'écrire un roman sur chaque viabilité, mais en tout cas de se questionner et de voir comment notre projet est en accord avec ces différentes viabilités. Donc, d'une part, la viabilité sociale et culturelle, bah, tout simplement, c'est de s'assurer que notre projet respecte l'ensemble des mœurs, des traditions et de la culture locale pour éviter que ce soit un projet qui aille à contre-courant et qui soit pas, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas une adhésion de la population. Il y a aussi donc la viabilité politique et réglementaire. Donc voilà, comment on inclut et on informe les autorités traditionnelles et modernes de notre projet et voilà, les impliquer le plus possible dans notre projet, dans la mesure du possible, bien sûr. Donc ensuite, il y a la viabilité environnementale. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure sur les critères de sélection, l'idée c'est de s'interroger sur quelle balance on peut faire entre l'impact potentiellement négatif de notre projet et surtout comment on peut contribuer à l'amélioration de l'environnement à travers notre projet. Donc, par exemple, pour citer un exemple, si on a des dons de matériel et on fait venir un conteneur depuis la France pour faire venir ces dons, bah, il convient de s'interroger si c'est la meilleure solution à apporter. Bien qu'elle soit peu coûteuse, elle a un fort impact environnemental. Donc, est-ce que ce serait peut-être pas judicieux d'acheter localement le plus possible? Et en plus, ça fait vivre l'économie locale, donc ça a une externalité positive finalement de votre projet. Donc voilà, et je ne dis pas du tout que les conteneurs sont interdits, mais voilà, d'enclencher une réflexion sur ce qui est possible, sur les autres solutions qui sont peut-être parfois plus coûteuses, mais qui sont plus responsables de l'environnement, c'est des choses à se poser lorsque vous construisez votre projet. Donc, si je continue sur la viabilité technique, donc l'idée c'est voilà, d'assurer la pérennité hein, tout simplement des matériaux et des différentes constructions que vous aurez faites à travers la maintenance de ceux-ci. Et cette viabilité technique est très liée à la viabilité organisationnelle, puisque l'idée, c'est de s'interroger sur qui on va identifier pour assurer le suivi et la maintenance des équipements. Et quel est le système tout simplement qu'on va mettre en place pour assurer la gestion du projet à la suite de sa mise en œuvre. Et donc pour finir, donc il y a trois petites questions qui sont ensuite posées en fin du narratif du dépôt de projet. Donc d'une part, c'est le dispositif d'évaluation. Donc voilà, l'idée c'est de s'interroger, hein, d'anticiper pendant la mise en œuvre
le suivi de ce projet-là, que ce soit en France par votre partenaire local sur place. Voilà, quels indicateurs de suivi vous allez poser pour faire remonter des résultats, que ce soit voilà, qui puissent être chiffrés, qui puissent être qualitatifs. Donc l'idée, c'est d'instaurer un système de suivi pour que votre projet, voilà, pour comprendre comment votre projet fonctionne. Et puis aussi un dispositif d'évaluation qui peut venir à la fin de votre projet ou peut-être un an après la fin de votre projet pour vraiment faire ressortir l'ensemble des changements qui ont eu lieu grâce à votre projet ou qui ont créé un changement sur place. Donc voilà, comment on observe tout simplement ce qui s'est passé pendant la mise en œuvre du projet et grâce à votre projet. Donc ensuite, il y a les actions de sensibilisation en France. Donc on va se poser la question de si vous faites ce qu'on appelle des EXI, donc de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Voilà, l'idée c'est de voir si vous parlez un petit peu voilà, de votre projet, de voir, d'observer les retombées de votre projet également en France. Voilà, c'est pas du tout un critère rédhibitoire, mais voilà, pour nous, c'est toujours intéressant de comprendre les activités que vous menez également en France. Et donc finalement, la dernière question concerne le prolongement. Donc voilà, savoir si tout simplement le projet que vous développez a vocation à être prolongé, à avoir par exemple une phase 2 ou alors à être répliqué dans un autre endroit, voilà, à être testé sur une localité et puis si ça marche bien, on va souhaiter le répliquer ailleurs. Mais c'est possible que votre projet soit tout à fait pertinent dans le contexte local et qu'il n'ait pas du tout vocation à être prolongé ou à être répliqué. Voilà concernant la partie narrative. Je vais maintenant passer à la partie budgétaire. Et je m'arrête pas, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions sur la partie narrative, parce que je vois avancer l'heure. Donc concernant le budget, donc tout d'abord, il se présente comme ceci sur le portail solidaire. Et donc déjà, l'important, c'est qu'il doit y avoir un équilibre entre les dépenses et les ressources. Et donc ensuite, du côté des dépenses, vous allez lister l'ensemble des dépenses qui sont liées au projet et de les organiser. Vous pouvez les ranger, par exemple, le plus courant, c'est par type de dépenses. Donc par exemple, frais de construction, frais de suivi et évaluation, frais d'aménagement, frais de formation. Et donc, mais vous pouvez aussi, par exemple, les ranger par objectif spécifique ou par activité. Et donc ensuite, il y a le mode de calcul. Donc vous allez mettre comment vous en êtes arrivé à cette estimation monétaire. Donc ça peut être par exemple des devis que vous allez ensuite rajouter en annexe et qui nous permettent, nous, de voir que vous avez identifié un prestataire, que vous avez déjà un prix qui est fixe et donc voilà, que votre projet est vraiment au stade que toute la planification a été faite et qu'il manque plus qu'à faire. Donc voilà pour les modes de calcul. Et donc ensuite, sur les ressources, on est conscient que le budget a vocation à bouger et que ça peut être des bailleurs que vous avez sollicités mais dont vous n'avez pas encore la réponse définitive. Donc c'est pour ça qu'il y a un bouton solliciter. Et si jamais vous avez des financements qui sont déjà acquis, vous pouvez changer ce bouton solliciter à acquis. Et dans ce cas-là, on vous demandera donc une attestation de financement, que ce soit voilà, une convention signée, un mail du bailleur qui prouve qu'il a bien accepté de financer votre projet à cette hauteur monétaire. Donc voilà pour le budget. Et donc dans le budget, il y a une deuxième partie juste en dessous qui est ce qu'on appelle les valorisations. Donc par valorisation, on entend toute contribution non monétaire au projet. Donc c'est tout ce qui est donné ou prêté gracieusement. Donc ça peut être concrètement, ça peut être la main-d'œuvre bénévole par exemple, ça peut être du don de matériel ou même du don de terrain. Et tout ça, donc il va falloir en évaluer le prix de ce que ça vous aurait coûté si vous aviez dû l'acheter ou le rémunérer et l'ajouter dans cette partie valorisation. Donc par exemple, ça va être, on va évaluer le coût de la main-d'œuvre bénévole au SMIC horaire local et on va estimer par exemple le prix du terrain et on va annexer bien sûr un justificatif de la personne qui vous a ou de la structure qui vous a légué ce terrain. Donc en fait, tout simplement, ça permet de valoriser l'engouement qu'il y a autour de votre projet et l'énergie bénévole qui est apportée.
Et donc, comme les valorisations, c'est à la fois une ressource et une dépense, vous allez copier-coller exactement le même montant et la même information dans la partie dépenses et dans la partie ressources. Donc, peut-être une des informations les plus importantes de cette présentation, c'est les infos budgétaires et ce que la guilde peut financer ou pas. Donc, la somme maximum que vous pouvez solliciter à la guilde doit être de 50% du budget prévisionnel total de votre projet. Et donc, ça va être valorisation comprise à hauteur de 25% seulement. Donc ouais, voilà, ça semble complexe comme ça, mais je vous ai mis un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Donc par exemple, si vous avez un projet de 10 000 euros, eh ben, la somme maximale que vous allez pouvoir présenter à la guilde est de 5 000 euros. Et si par exemple, dans ce projet-là, il y a des dépenses qui sont inéligibles, et on va venir tout de suite aux dépenses qui sont éligibles ou inéligibles, et ben, par exemple, s'il y a par exemple 1000 frais d'avion, hein, qui sont des frais alors, je reprends. Si c'est 1000 euros de frais d'avion de volontaires français qui viennent sur place, donc c'est des dépenses qui sont inéligibles à nos financements, ben donc nous, on va prendre en compte que 9000 euros de l'ensemble de votre budget, et donc vous allez pouvoir solliciter que à hauteur de 4500 euros maximum la guilde. Donc voilà, bah, je ne sais pas si c'est très clair, on va pouvoir répondre à vos questions, je vais pouvoir répondre à vos questions là-dessus. Donc, n'oubliez pas aussi les deux seuils de financement. Donc, pour toutes les associations qui sont éligibles à nos financements, c'est jusqu'à 12 500 euros maximum, de 3 000 à 12 500. Et vous pouvez aller jusqu'à 20 000 euros si vous êtes une association dont on a déjà financé un autre projet et dont votre budget annuel N-1 est supérieur à 50 000 euros. Voilà. Donc, en ce qui concerne les dépenses éligibles, pour résumer, pour faire très simple, en fait, tout ce qui est éligible, ça va être les frais qui sont liés à la mise en œuvre du projet sur place. Donc, ça va être bah, les salaires des formateurs, tout ce qui est acheté localement, euh, les frais de construction sur place, enfin voilà, tout ce qui est fait sur place. À l'inverse, du coup, tout ce qui va pas être éligible, c'est en résumé tout ce qui est lié à l'association française et notamment bah, les frais de transport, de déplacement et de restauration des bénévoles de l'association française sur place. Donc, par exemple, toutes les missions terrain ne vont pas pouvoir être couvertes par nos financements, ainsi que bah, les salaires de l'association française pourront pas être couverts non plus. Le transport de matériel depuis la France n'est pas non plus couvert par nos financements. Je vais peut-être m'arrêter là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Peut-être la partie budgétaire qui pose un peu question. Oui, moi j'ai une petite question. J'ai pas très bien compris la partie de valorisation Ouais. que vous avez présentée. Ce que ça veut dire ou les 25%? Oui, ce que ça représente, oui, ce que ça veut dire. Ok. Bah, en fait, la valorisation, c'est tout ce que vous n'allez pas acheter, mais qui va être donné à votre projet. Donc, ça se trouve, vous n'en avez pas, hein. C'est pas obligatoire d'en mettre. Mais c'est, par exemple, on a beaucoup de projets qui vont bah, typiquement sur la construction, je reviens tout le temps dessus, la construction de salles de classe. Bah, le terrain va être peut-être donné par soit le ministère de l'Éducation, soit l'école qui possède ce terrain-là. Du coup, on n'a pas besoin d'acheter un terrain pour construire ces deux salles de classe supplémentaires. On l'a déjà, donc on peut le valoriser. Pourquoi c'est intéressant pour vous? C'est surtout pour jouer sur ces seuils de financement, parce que sur les 50%, l'apport que vous pouvez mettre en ressources, ça peut être jusqu'à 25% de valorisation. Donc typiquement, sur un budget de 20 000 euros, vous pouvez mettre 5 000 euros de valorisation. Vous pouvez demander 10 000 euros à la guilde et il vous restera plus que 5 000 euros à trouver, soit en fonds propres, soit en bailleur privé ou autre. Vous voyez, donc ça peut faire jouer ces seuils-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la partie budgétaire ou tout globalement? Je vois Francis qui lève le doigt. Mhm. Alors, vous êtes en mute, donc on ne vous entend pas.
Bon, avant Ouais. Francis, je peux poser une question, s'il vous plaît? Bien sûr, allez-y, monsieur. Bon, voilà. Et j'ai vu votre présentation qui est très claire. Et je voulais demander, à la dernière page, vous avez vu les dépenses qui ne sont pas éligibles Oui. voilà. Donc, la quatrième ligne, donc le matériel acheté en France, est-ce Mhm. que, donc, c'est pas éligible? Non, du coup. Donc, si c'est un matériel pour le forage là-bas, Bah, pour le forage. Par exemple, dans le projet, que c'est un matériel pour faire des forages, pour faire des travaux de forage sur place en Afrique, ouais, bah c'est pas éligible. c'est pas Euh, éligible. Cependant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait pertinent de le rajouter à votre projet, Oui, d'en parler, parce que sinon on va se poser la question de avec quel matériel vous allez faire le forage. Vous voyez, mais voilà. par exemple, le prestataire, l'entreprise qui va être embauchée pour faire ce forage-là, si c'est une Oui, entreprise locale, le coût que ça va coûter de faire le forage, bah ça c'est tout à fait éligible à ce qu'on va pouvoir financer. ok, Donc d'accord. si je donne, si j'essaie d'exemplifier un peu, disons que le forage, là je vais donner des prix faramineux, mais c'est pour que ça rentre. Mhm, Disons que le forage, le prix vraiment de faire le forage, ça coûte 5 000 € et vous oui, avez 2 500 € de matériel qui est acheté ailleurs mhm, et vous avez du suivi qui va être fait sur place par votre porteur de projet local. Et vous mhm, avez estimé que l'année de suivi entière, ça va coûter 2 500 € de salaire. Eh ben, sur ça, ok, vous avez un budget total de 10 000 €. Sauf que oui, sur 10 000 €, il y a 2 500 € qui sont inéligibles. Donc, mhm, nous, on va calculer sur 7 500 €. Donc, la ok, moitié de 7 500 €, je ne l'ai pas là tout de suite. Donc, nous, on va pouvoir vous financer à hauteur de 3 750 €. d'accord, Vous voyez? ok. Ben, de toute façon, nous aurons le diapo, c'est-à-dire vos diaporamas Oui, pour, bien sûr, ok, vous ok. aurez, parce que là, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, Oui, oui, comme mais ça, on vous aurez, peut, bien sûr, le diaporama. ok. Merci. Merci à vous. Il me semble qu'il y avait une question. Oui, pardon, voilà, j'ai mis le micro. Je reviens juste sur la valorisation du bénévolat. Euh, Mhm. on peut valoriser le bénévolat français. Vous pouvez, mais il ne sera pas pris en compte dans nos calculs des dépenses. Mais bon, ça, c'est toujours, vu que tout ce qui est lié à l'association française, nous, on va vraiment prendre que les valorisations locales en compte dans notre calcul. D'accord. Mais vous pouvez les mettre, enfin, vous pouvez totalement, et c'est même, c'est bien de les ajouter pour, voilà, montrer l'engouement autour du projet. D'accord. Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. C'est une question de Bonjour. calendrier. Donc, le résultat, en principe, du jury est à la fin décembre. Mhm, Et on perçoit, si on est lauréat, on perçoit dans le premier trimestre mhm, de l'année suivante, de l'année 2024. Notre projet, c'est un projet de construction de classe, justement. Euh, Au Laos, il faut savoir qu'il y a deux saisons, une saison sèche, une saison humide. Pendant la saison mhm. sèche, il y a moins de travaux des champs, bien entendu, et c'est plus facile de construire, transporter les matériaux. Donc, c'est la saison que nous choisissons pour faire ce genre de choses. Bien sûr. Or, la saison sèche se termine euh, en avril, mars, mi-mars, début avril. Elle Mhm. commence en octobre. Donc, si par hasard nous apprenons que nous sommes lauréats au début janvier, est-ce qu'on peut démarrer les travaux même sans avoir touché l'argent, si on emprunte ou si on se débrouille pour financer? Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Donc, dans D'accord. les activités que vous allez mettre en œuvre, vous pouvez présenter les activités qui commencent le 6 octobre. Après, bien sûr, Oui. bah, comme vous aurez les financements qu'en janvier, il faut voir si vous avez bah, la trésorerie pour commencer les travaux pour. Mais nous, même si vous commencez les travaux, pour nous, ça va être éligible et les factures à compter du 6 octobre OK. 2023, du coup. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je reviens, pardon. J'ai pas entendu la précision importante. Le matériel acheté en France est transporté depuis la France. Mais si le matériel est acheté ailleurs qu'en France, c'est pareil, quoi. Comment ça, c'est pareil? Ouais, c'est le matériel acheté localement ou, ou à la limite sur les pays voisins.
Voilà, par Donc exemple, effectivement, Haïti achète beaucoup de matériel au Canada ou sur des pays comme ça. ouais. Euh, Mm. voilà. Donc, c'est pas Après, pris. ouais. Non, c'est pas pris. D'accord. Merci. Euh, Bon, je vais peut-être Ouais, finir la... Ah, pardon. Allez-y, non, mais allez-y. c'est moi, c'est Mélissa. Non, c'est que j'ai une question qui revient souvent, c'est les acteurs qui nous la posent, c'est Mhm. pourquoi du coup les études de faisabilité ne sont pas éligibles dans le cadre de l'appel à projet, puisque finalement ça va de pair, quoi. Donc Ouais. si tu peux juste apporter un éclaircissement pour ceux qui peut-être se posent la question. Bien sûr. Merci Mélissa. Alors, ça va un peu dans la logique de dire que bah, les activités qui se sont déjà passées ne sont pas financées. Et pour nous, voilà, un projet est présenté lorsqu'il y a voilà, que toute la phase de diagnostic et de planification du projet est arrivée. Et on finance en fait finalement que la mise en œuvre de ce projet-là. Et bah, bien sûr son suivi et son évaluation qui fait partie de la mise en œuvre du projet. C'est pour ça que les études de faisabilité et l'ensemble du diagnostic n'est pas éligible. Alors après, c'est vrai que ça dépend de comment on présente les choses en fait. Parce que si par exemple il y a une partie de votre faisabilité, de votre diagnostic, qui est bah, la mise en, par exemple, j'avais eu le cas à une formation où le projet était euh, le renforcement des capacités et de réussir à faire travailler plusieurs coopératives ensemble. Mais préalable à ça, il y avait tout un travail bah, de mise en relation et d'organisation de réunions, de rencontres, d'animation de ce réseau-là finalement. Et en fait, on peut estimer que c'est bah, un diagnostic ou une préétude pour estimer est-ce que ces coopératives peuvent de fait travailler ensemble, mais on peut aussi estimer que c'est un projet en soi, à part entière, ce travail de mise en réseau. Et donc, sur certaines occasions, on pourrait estimer que c'est quelque chose qui est éligible si c'est présenté en tant qu'un projet à part entière. Mais voilà, donc pour le coup, les préétudes, ça, c'est pas éligible. Et donc, je vais finir la présentation et puis on pourra prendre la fin de vos questions à la fin à la fin de la présentation. Donc, la toute dernière slide, enfin, le tout dernier onglet qui arrive lors du dépôt de projet, c'est les annexes, les photos et les vidéos. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu délaissé par les associations, mais c'est quand même très important d'ajouter des annexes déjà qui vous semblent pertinentes pour avoir une compréhension plus fine de votre projet. Mais il est de fait impératif d'ajouter toutes les demandes institutionnelles signées. Donc par exemple l'accord de la mairie, l'accord de l'école, des ministères. Donc voilà, ça il faut les ajouter en annexe. Et puis on recommande toujours d'ajouter le plus possible des devis parce que comme je l'ai dit précédemment, hein, ça permet de justifier et de comprendre les dépenses qui sont estimées dans votre budget. Pareil, les photos, bah, c'est toujours, si vous en avez, hein, des photos qui soient pertinentes pour que le comité puisse se projeter dans la réalisation de votre projet. Typiquement, si c'est un projet, je sais pas, de création d'une zone de maraîchage, bah, peut-être de prendre en photo l'endroit qui va être préparé pour que ce soit là où le projet va se dérouler. Donc voilà, l'idée, c'est pas de mettre des photos hors contexte, mais voilà, des photos qui peuvent permettre au comité de se projeter. Je voulais poser une question. Là. Alors, je reviens un peu en arrière parce que comme on a une construction de bibliothèque, mais on doit payer un salarié qui va ouvrir cette bibliothèque pour les enfants du village. Les villages, c'est Mhm. une communauté de communes de 11 villages, mais il faut quelqu'un, bien sûr, qui surveille, contrôle et en même temps, il ouvre les portes de la bibliothèque pour Oui. autant les enfants que les adultes. Alors, dans ce cas, la rémunération de ce salarié, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut demander une subvention pour ça? Bah, vous pouvez techniquement demander une subvention si il est prouvé que ce salaire sera pris en charge à la suite de l'arrêt des financements. Donc, on va pouvoir, par exemple, apporter une aide sur le financement du salaire sur un an. Si, voilà, Mais après, il faudra montrer comment il sera rémunéré par la suite, sans les financements. D'accord, merci, oui.
Donc, je vais finir par quelques règles pratiques. Donc, voilà, l'idée, un conseil qu'on vous donne, c'est vrai que c'est une plateforme en ligne, hein, donc des fois, il y a des bugs sur le portail. Et donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de créer un document Word, en fait, et de rédiger l'ensemble de votre projet sur ce document Word et de faire uniquement des copier-coller une fois que votre projet sera prêt sur la plateforme du portail solidaire et de bien sauvegarder à chaque avancée que vous faites. Donc, chaque onglet, il y a un petit bouton tout en bas qui est pour sauvegarder. Et voilà, sinon les données, elles se perdent de temps en temps. Donc voilà, c'est des petits tips. Donc comme je l'ai dit, parce qu'il y a une question, il me semble, donc il y a un seul dossier qui peut être présenté par session et par bailleur. Euh, donc par association, par session et par bailleur. Et donc voilà, pour finir, hein, on est bien conscient, et je pense que vous en êtes à ce stade, que le dépôt, il peut sembler conséquent, long, chronophage. Mais voilà, l'idée, c'est de permettre voilà, de centrer votre projet, qui vienne répondre à l'ensemble des objectifs qu'on se fait, mais aussi de rassembler un ensemble de bailleurs qui s'accordent sur ces exigences. Donc on est obligé d'être un peu peut-être plus demandant, mais ça permet de rassembler plusieurs bailleurs autour de ce dépôt. Il y a d'ailleurs d'autres bailleurs qui sont présents, mais que vous ne pouvez pas solliciter directement. En fait, c'est une fois que on a choisi les projets lauréats, on va conseiller, ou alors ils vont être présents au comité et ils vont choisir des projets qu'ils souhaitent financer pour venir compléter les plans de financement. Mais on peut pas, voilà, ils sont pas publics. Et voilà, donc une petite slide. Donc tout ce que je vous ai dit, hein, c'est beaucoup d'informations, mais on a bien sûr des documents pour vous accompagner et vous aider au plus. Donc il y a tout d'abord le tutoriel d'aide au dépôt de projet qui est directement sur votre espace. Donc quand vous remplissez le dépôt, il y a toujours un encadré bleu et il y a le lien qui est disponible pour un. Donc c'est un tutoriel, hein, qui reprend l'ensemble des questions qu'on vous pose et ce qui est attendu un petit peu comme information dans ces rubriques-là. Et donc, on a, pour ceux qui sont un peu plus visuels, on a également des vidéos explicatives qui sont directement sur le portail solidaire dans la partie tutoriel et questions fréquentes. Et donc voilà, on vous enverra ça, mais j'ai rajouté quelques liens utiles de la guilde, de notre médiathèque, etc. Des objectifs de développement durable aussi de l'ONU. Et donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je vous remets aussi l'agenda de l'appel à projet en cours, donc automne 2023. Et ben, je vous remercie d'une part pour votre attention et d'être resté avec nous jusqu'à maintenant. Merci pour vos explications aussi. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Bonsoir à tout le monde, hein. Au revoir, monsieur. Bonne soirée. Au revoir, madame. Au Merci revoir. Merci beaucoup, merci, au revoir. Merci. Pour la Merci, c'était conversation. très clair. Merci Merci beaucoup, c'est très beaucoup. clair. Au revoir. Donc, Merci, au revoir. l'enregistrement et le set sera envoyé par email, c'est bien ça? Oui, il sera mis en ligne sur la page YouTube de GESCOD demain ou après-demain, le temps qu'on fasse le téléchargement, et vous recevrez le lien par mail avec le PowerPoint qui vous a été présenté. Il n'y a pas de souci. Super. Merci. Au Merci. revoir. Merci et bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.